En 1701, après 13 années de guerre, la Grande Paix de Montréal est signée entre la France et 39 nations amérindiennes. Les années de paix qui suivent permettent aux voyageurs d'entrer à l'intérieur du continent, d'aller vers l'ouest. Ils empruntent alors ce qu'il y a de route à l'époque, les fleuves et les rivières. Mais pour y arriver, ils se feront aider des Autochtones et des Métis qui connaissent le territoire. Nombreux sont ceux qui auraient aimé faire un de ces voyages exceptionnels. Je m'appelle Marianne Baudette-Dallaire. J'ai participé à l'expédition qu'on a recréée avec l'équipe de Destination Nord-Ouest 2 qui recréait le voyage d'Alexander Mackenzie en 1793. On a parcouru la rivière La Paix, au nord de l'Alberta, pour se rendre jusqu'à Bella Coola, qui est dans un fjord au-dessus des Rocheuses, du côté du Pacifique. On avait vraiment ce qu'Alexander Mackenzie aurait eu à l'époque, alors vraiment des matériaux bruts, de la laine. Notre canot était fait en écorce de bouleau, des chemises en chanvre, en coton, vraiment tout, ce qu'ils auraient eu à l'époque avec le troc des fourrures également. Mais sans carte ni GPS, comment les voyageurs de l'époque ont-ils fait pour ne pas se perdre dans l'immense territoire canadien? Moi, je dis toujours à mes étudiants que les Français, et puis bon, même les Anglais, ont eu en fait une visite guidée du Canada par les Autochtones. Nathalie Kermoal est professeure au campus Saint-Jean, au département d'études autochtones. Les guides sont souvent des guides autochtones ou métis, donc ces gens-là connaissent le territoire, hein, ils le vivent. Donc c'est à travers ce savoir-là que les Français, puis plus tard les Anglais, vont pouvoir s'infiltrer à l'intérieur du continent. Les canots pouvaient contenir entre 3 et 8 hommes et ils pouvaient parcourir jusqu'à une 60aine de kilomètres par jour et des fois jusqu'à 100 kilomètres par jour. Donc ça veut dire du pagayage pendant, je sais pas moi, jusqu'à 16 heures par jour. Donc il fallait avoir quand même une certaine résistance physique. Et ils comptaient les kilomètres jusqu'à un certain point en fumant la pipe. Et c'était au nombre de pipes qu'ils fumaient qu'ils pouvaient déterminer le nombre de milles qu'ils avaient pu faire en une journée. Donc ils partaient souvent au printemps, ils revenaient à l'automne et des fois ça prenait une année avant qu'ils reviennent, si vous voulez, en Nouvelle-France, notamment à Montréal. Mais ce qu'on va voir au fil du temps, c'est qu'il y en a certains qui ne reviennent pas, principalement parce que c'est une vie qui est attrayante et il y a moins de contraintes, si vous voulez, que de vivre en Nouvelle-France. Et beaucoup plus de liberté, une certaine liberté sexuelle, je dirais, hein, mais aussi une liberté civique. Donc, en ce sens, ça attire beaucoup de jeunes hommes. Et il y a une certaine forme d'indianisation, si vous voulez, des Français. Parce qu'au départ, la France espérait franciser les Autochtones, ce qui sera un échec total. Mais on va voir une indianisation, si vous voulez, des Français, du fait de cet attrait, de cette liberté et des voyages, quoi. Hein. Mais ces aventuriers-là, non seulement ils avaient la soif de l'aventure, mais ils n'avaient aucune idée vers quoi ils se dirigeaient. Nous, quand on a vu, il y a eu un croche dans la rivière à un moment donné, puis il y a les rocheuses majestueuses et grandioses qui se sont dépliées devant nous. On s'est dit, waouh, c'est de toute beauté, c'est merveilleux. Sauf que les voyageurs, eux, ils se disaient, tabarouette, va falloir qu'on traverse ça. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul et que la connaissance ou le savoir du territoire, c'est les Autochtones qui l'avaient, personne d'autre. Donc en ce sens, c'était les experts de l'époque. Et donc ils étaient nécessaires pour avancer à l'intérieur du pays.